Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, l'actualité est rétrospective. Une rétrospection qui nous invite à nous engager dans les chemins achevés de 2019. Et pour ce faire, ce soir, nous ne ferons pas cavalier seul. Des journalistes spécialistes des questions qui seront abordées nous rejoindront sur ce plateau. Nous recevrons donc successivement Adama Koné pour le compte du service institutionnel, Michel Digré pour le compte du service politique et actualité internationale, Francis Boiffaut, notre expert maison en économie, et Salimatou Dia pour le compte du service société. Et nous recevrons également Lassina Ouattara pour le compte de RTI Info, l'interface web de la RTI. Et nous terminerons avec la cerise sur le gâteau, Ruth Bagui, notre championne taekwondo avec laquelle nous écumerons l'essentiel des victoires qu'elle aura connues en 2019. Mais avant, intéressons-nous à ce qui a fait l'actualité du côté du palais présidentiel. Justement, parler des questions de l'actualité du côté du palais présidentiel, nous recevons Adama Koné. Bonsoir. Adama Koné, bonsoir. Bonsoir, Eman. Ce soir, vous ne portez pas la casquette du rédacteur en chef de RTI 1, mais celle de l'expert des questions du côté de l'actualité, du côté du palais présidentiel, bien sûr. Et ce qu'il faut également retenir et dire, c'est que du côté du palais présidentiel, l'actualité a été fortement mouvementée en 2019. L'une des actions majeures du gouvernement a été d'inscrire dans son programme la construction de plusieurs infrastructures. C'est ce que nous dit Viviane Aïma dans cet élément. Il ne se passe plus une année sans qu'Abidjan et l'intérieur du pays n'enregistrent la création de nouvelles infrastructures par le gouvernement. Au cours de l'année 2019 également, plusieurs nouvelles infrastructures ont été inaugurées et de nouveaux projets d'infrastructures ont vu leur démarrage. La mégalopole abidjanaise, désormais en pleine transformation, a applaudi le 16 décembre dernier la mise en service par le président de la République Alassane Ouattara de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, une infrastructure routière à l'esthétique futuriste construite pour décongestionner le trafic automobile entre les communes de Treichville et Marcory. D'un coût de 32,5 milliards de francs, il a été financé par le gouvernement japonais à hauteur de 28,2 milliards de francs et pour 4,3 milliards de francs par l'État ivoirien. À l'image de cet échangeur, le gouvernement a annoncé la construction de 3 autres échangeurs de format aérien aux 3 carrefours du boulevard Mitterrand dans la commune de Cocody. Le 22 mars 2019 était lancé le chantier du 5e pont d'Abidjan qui va relier les communes du plateau et de Cocody. Les travaux de réalisation vont durer 24 mois. L'intérieur du pays n'est pas demeuré en reste. Le 3 août 2019, le président de la République inaugurait la nouvelle voie Adzopé-Yakassé à Tobrou, un tronçon de 23 km entièrement bitumé qui vient désenclaver cette zone fortement agricole. Le 18 septembre 2019, le président de la République lançait les travaux de bitumage et d'aménagement de la voirie dans la ville de Yamoussoukro. Le 26 septembre, dans le cadre de sa visite d'État dans le Nzi, il annonçait le lancement des travaux de bitumage de la voie Kwasi-Kwassikro-Bokanda. À Mankono également, le président de la République inaugurait le 30 novembre 2019 la voie Mankono-Tienemboué, longue de 56 km, et ce même 30 novembre, il lançait les travaux de bitumage de l'axe Mankono-Séguéla, long de 36 km. Alors, Adama Koné, il est vrai que le pays est en chantier, comme on vient de le voir, mais à côté de cela se pose la question, n'est-ce pas, de l'endettement. Pour financer toutes ces réalisations, pourquoi faut-il s'endetter ? Alors, parler de l'endettement peut paraître lointain. C'est pourquoi je voudrais prendre un exemple simple, un exemple pratique au quotidien. Vous savez, on est généralement en disposition de ressources rares face à des besoins illimités. Et l'exercice pour chacun de nous, c'est de comment affecter ces ressources rares pour satisfaire ces besoins illimités. Je prends cet exemple. Si vous voulez vous procurer un véhicule d'une valeur de 10 millions en 2020, et que vous ne disposez que de 6 millions, alors il y a un gap de 4 millions qu'il faut satisfaire. Et donc, vous allez vous adresser à une institution de crédit pour pouvoir combler ce gap. Alors, pourquoi s'endetter ?
Deux raisons principalement. Vous allez vous endetter simplement parce que vous allez anticiper une inflation, donc une augmentation du prix de ce véhicule. Parce que si vous voulez acheter le véhicule dans 3 ans, parce que c'est dans ce laps de temps que vous allez réunir les 10 millions, alors dans 3 ans, c'est-à-dire en 2023, le véhicule peut coûter 12 millions. Alors que si aujourd'hui vous prenez un crédit avec les remboursements, avec le taux d'intérêt et tout, vous n'aurez qu'à supporter peut-être 10 millions, 500 000 francs en remboursant bien sûr le crédit. Donc, première vertu de l'endettement, c'est de se prémunir d'une inflation de la surenchère. C'est important. La deuxième chose, c'est que comme c'est un véhicule commercial, alors ce véhicule va vous générer des ressources qui, pendant ces 3 ans, vont vous permettre d'avoir suffisamment d'argent pour rembourser non seulement le crédit que vous avez contracté, mais en plus avoir du bénéfice. Donc vous voyez que la dette en tant que telle est une vertu économique et c'est une vertu que tout le monde gère au quotidien et même au sommet de l'État. Alors Adama, n'y a-t-il pas de risque pour la Côte d'Ivoire de s'endetter autant ? Je vais rester un peu dans le quartier. Lorsque vous sollicitez un crédit auprès de quelqu'un, la première des choses que cette personne va chercher à savoir, c'est de voir si, par exemple, vous travaillez, si, par exemple, vous avez un salaire qui convient, si, par exemple, vous avez contracté des dettes que vous avez régulièrement payées, si vous honorez vos engagements. Et c'est bien, c'est la même chose que les institutions de crédit, les bailleurs de fonds font avec l'État en regardant ce qu'on appelle certains critères. Et ces critères sont, entre autres, le taux de croissance, le taux d'inflation, le taux d'endettement ou bien le déficit budgétaire. Et en la matière, la Côte d'Ivoire est un bon élève parce que si nous regardons le taux de croissance sur ces dernières années, il a évolué, il s'est situé autour de 7 à 9%, là où la moyenne communautaire est autour de 5-6%. Quand on regarde le taux d'inflation, il est maîtrisé à moins de 2% pour une exigence communautaire de 3%. Quand on observe le taux d'endettement, là où l'UEMOA, l'Union économique des États de l'Afrique de l'Ouest, demande de ne pas dépasser 70%, la Côte d'Ivoire est à 48%. C'est-à-dire quand on fait le ratio de la dette sur la richesse, qui est le produit intérieur brut. Et donc, ça veut dire que 48%, c'est important parce que lorsque on arrivait au point d'achèvement de l'initiative PPTE, ce ratio était à 150%. Donc, vous voyez que l'économie ivoirienne est saine et donc le pays peut emprunter sainement. Ce qui a valu d'ailleurs au pays d'aller sur des marchés et lever des fonds à taux de 6%, là où la facture s'élève à 8% pour beaucoup de pays. Vous savez, le taux d'intérêt de 6%, c'est important parce que c'est un indicateur de la confiance que le créancier place. Si vous êtes douteux dans le remboursement, le taux d'intérêt va augmenter. Mais si vous êtes un pays qui permet, qui est solvable, un pays qui a une bonne signature comme la Côte d'Ivoire, alors le taux d'intérêt va baisser parce qu'on a confiance en vous. La Côte d'Ivoire a une bonne signature et donc elle est tranquille en matière d'investissement, en matière d'endettement. Alors Adama Koné, parlons à présent de ces multiples voyages, ces multiples missions engagées par le chef de l'État pour travailler justement au repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Faisons également allusion à la présidence assurée par la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU, une présidence qui s'est achevée il y a, je crois, quelques mois, non, il y a moins d'un mois, en décembre dernier. Alors justement, toutes ces missions qui aident donc à repositionner la Côte d'Ivoire et qui porte un résultat assez fructueux. C'est ce que nous confirme d'ailleurs Jérôme Kofi Abolin dans cet élément que je vous invite à suivre. Surprenant, c'en n'est pas le cas quand la Côte d'Ivoire réussit à s'exporter avec brio à l'étranger en 2019, comme d'ailleurs chaque année. C'est encore la manifestation de la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de toujours être omniprésent sur la scène internationale afin de pouvoir donner sa lettre de noblesse à la diplomatie ivoirienne. À titre d'illustration, ne serait-ce que pour s'en faire une idée exacte, il convient de dresser ici le tableau de quelques visites du chef de l'État ivoirien à l'extérieur pendant les 12 mois qui viennent de passer. En prenant le cas des États-Unis pour commencer, on peut dire sans exagérer que le déplacement cette année du président Alassane Ouattara dans le pays de l'oncle Sam est comme un véritable triomphe pour la Côte d'Ivoire, cité en exemple au terme des 24 mois de sa présidence en tant que pays membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. En Russie, la participation à Sochi du président de la République au sommet russo-afrique se veut cruciale
écart marquant le réchauffement des relations entre les deux pays. C'est une visite dont on ne parlera jamais assez, vu qu'elle constitue la toute première à l'allure officielle sur le sol russe d'un chef d'État ivoirien. En France, la présence du président ivoirien par 3 fois au moins en cette année apparaît comme un signal fort quant au renforcement de l'axe Paris-Yamoussoukro. Dans plusieurs pays sur le continent africain, la casquette de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA du président Alassane Ouattara traduit la clairvoyance du chef de l'État ivoirien consistant à faire rayonner la Côte d'Ivoire dans toute sa splendeur au profit de la question de l'intégration pour laquelle il passe pour être sans conteste le champion. Particularité, les suites favorables de la conduite du processus du passage du franc CFA à l'éco, conformément au mandat que lui ont confié ses pairs. Des succès, comme il en a déjà eu par le passé, pour juste rappeler le temps de sa mission réussie de président en exercice de la CEDEAO. Et pour le président de la République Alassane Ouattara, l'un des objectifs visés sur cette lancée, c'est de faire de la Côte d'Ivoire sur le plan international un pays digne de confiance en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Alors Adama Koné, comme on vient de le voir dans cet élément récapitulatif des missions effectuées par le chef de l'État à l'extérieur pour repositionner la Côte d'Ivoire, que doit-on véritablement retenir de toutes ces missions, n'est-ce pas, engagées par le chef de l'État? Alors Herman, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est ce que la Côte d'Ivoire gagne dans toutes ces missions effectuées par le chef de l'État. Il y a d'abord le grand et significatif retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, mais il y a que la Côte d'Ivoire s'est engagé dans cette dynamique initiée, impulsée par le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, qui disait que la Côte d'Ivoire doit être l'ami de tous et l'ennemi de personne. Cela traduit vraiment l'intérêt qu'a le pays à être en harmonie avec lui-même d'abord et en harmonie avec le reste du monde. Aujourd'hui, pour le gouvernement, il s'agit d'apporter une plus-value à cette option, il s'agit d'apporter une valeur ajoutée à cette option. Et depuis le 15 avril 2015, le gouvernement parle désormais de diplomatie économique. Il s'agit de faire en sorte que l'intérêt économique soit au centre des différentes activités diplomatiques. Et donc les missions diplomatiques, les différents voyages du chef de l'État sont mis à contribution pour permettre au pays non seulement de développer ses échanges commerciaux, mais de capter ou bien de capturer, de séduire les investisseurs et les opérateurs économiques qui viendront donc en Côte d'Ivoire investir, ce qui est synonyme de création d'emplois. Donc c'est tout bénéfice pour le pays. Alors intéressons-nous à présent aux activités de la Première Dame, Dominique Ouattara, qui a également eu un calendrier plutôt fourni pour 2019. Quels ont été les axes forts de son programme? Des activités de la Première Dame peuvent se mesurer sur 3 dimensions. La première, et qui est très importante, c'est que les États-Unis ont classé la Côte d'Ivoire parmi les 12 pays qui ont eu des succès significatifs sur 134 pays, 12 pays qui ont eu des succès significatifs dans la lutte contre le travail des enfants. C'est remarquable. Vous vous souvenez, Herman, que la première dame Dominique Ouattara s'est rendue dans le mois de septembre aux États-Unis, où elle a allé porter à la connaissance du monde les efforts qui ont été effectués par le gouvernement ivoirien en matière de lutte contre le travail des enfants. Et lorsque elle a effectué ce voyage, cette mission, quelque temps après, il y a eu un rapport qui est sorti par le département du travail des États-Unis pour dire que la Côte d'Ivoire a effectivement réalisé des efforts significatifs. Ce résultat a fait en sorte qu'aujourd'hui, les États-Unis ont été séduits par ce que le gouvernement ivoirien a fait et se portent même comme ambassadeurs des activités menées par la Première Dame pour promouvoir donc, ces différentes valeurs. La Première Dame a initié donc, cette série de constructions de centres d'accueil. Le premier centre d'accueil qui intéresse les enfants victimes de maltraitance et qui travaillent dans les plantations à Soubré, avec 64 lits, des salles de formation, des salles d'apprentissage, des salles de classe, des aires de jeu, des salles multimédia qui permettent de donner
une seconde naissance sociale aux enfants fragiles. Et ça, c'est à Soubré. À Boaké, tout récemment, vous l'avez vu, Children of Africa, la fondation donc, de la Première Dame, a offert ce centre de réinsertion qui permet de récupérer les enfants qui sont en difficulté avec la loi. Et il y a Ferke Sédougou qui a annoncé pour accueillir le 3e centre. Et le tout, c'est un projet vraiment d'autour de 3 milliards qui seront injectés donc, dans la construction de ces centres. Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, initié par la Première Dame, a désormais une enveloppe de 10 milliards qui ont permis, ces 10 milliards ont permis donc, de faire en sorte que plus de 200 000 femmes se prennent en charge dans des activités. Donc ce sont autant d'activités sociales qui donnent de la suite à l'action gouvernementale et qui donnent de l'espoir à la population. Merci à vous, Adama Koné, de nous avoir fait revivre en quelques mots ce qui a fait l'actualité du côté du palais présidentiel pour 2019. Juste avant de vous laisser partir, permettez que nous puissions annoncer à nos téléspectateurs que nous allons à présent aborder un autre pan de cette émission. Nous allons parler politique et ce sera avec Michel Digré. Bonsoir. Bonsoir, Herman Guivet. Michel Digré, vous êtes le chef du service politique et actualité internationale. Exactement. Et avec vous, nous allons parler de ce qui a fait l'actualité en 2019. 2019, une année qui a vu de nombreux bouleversements dans les familles politiques. L'année de tous les possibles, c'est ce que nous dit Gabriel Zani dans cet élément. Dans les rues d'Abidjan, chacun vaque à ses occupations, mais l'actualité politique revient dans les conversations de la plupart des Ivoiriens. 2019 aura été l'année de toutes les possibilités en politique. Fin janvier 2019, le RHDP, le Rassemblement des Euphotistes pour la démocratie et la paix, ouvre le bal en tenant son assemblée générale et son premier congrès ordinaire. Les leaders des 5 formations politiques du Rassemblement des Euphotistes ont apposé leur signature sur les documents attestant la mise en place des organes constitutifs du RHDP. Le RHDP unifié naît donc le 26 janvier 2019 devant des milliers de militants. Dans le même temps, à un an déjà de la présidentielle d'octobre 2020, d'autres partis politiques se coalisent. Sorti du RHDP, le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, rejoint l'opposition. En octobre 2019, il forme avec d'autres partis politiques la CDRP, la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix. Près d'une vingtaine de partis politiques d'opposition sont membres de la plateforme non idéologique dirigée par Henri Konan Bédié, le président du PDCI RDA. L'autre départ du RHDP est celui de Guillaume Soro. Mais il ne part pas seulement du parti des Oufouettistes. Il démissionne en février 2019 de la présidence de l'Assemblée nationale suite à son refus d'adhérer au Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Une décision qui met fin à un suspense qui a tenu en haleine de nombreux Ivoiriens. Son départ rebat les cartes. Il crée en octobre 2019 son mouvement politique, le GPS Génération et Peuple Solidaire. En décembre 2019, l'ancien président de l'Assemblée nationale est visé par un mandat d'arrêt international pour tentative de déstabilisation et de détournement du denier public. À côté de cette débâcle et de toute la recomposition politique qui en découle, 2019 a aussi enregistré la consolidation de certaines institutions nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil de l'État, notamment le Sénat. Il a été constitué le mercredi 4 avril. Les 33 membres de la deuxième chambre du Parlement ont été nommés par le président de la République. Les 66 premiers sénateurs ont été élus au terme des sénatoriales tenues en mars 2018. Fort de 99 membres, le Sénat a effectué sa rentrée solennelle le 11 avril à Yamoussoukro en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Parallèlement à cela, la CEI, la Commission électorale indépendante, a connu une nouvelle mouture conformément à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. En effet, après plusieurs consultations et des débats des acteurs politiques de la société civile sur la réforme de la CEI, le Parlement ivoirien a adopté en août la loi portant recomposition de l'institution. Mais la commission n'en finit pas de diviser la classe politique. Saisie par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI et ses alliés, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples KDHP a rejeté le 28 novembre la demande de mesures provisoires contre la CEI. Alors, Michel Digré, les lignes ont beaucoup bougé au sein des groupements politiques en 2019, comme on a pu le constater dans cet élément conçu par Gabriel Zani. À 10 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, quelle est la nouvelle cartographie politique ?
Oui, Herman Guivet, je constate que 2019 n'a pas laissé de rides sur votre visage. Par contre, Merci. le visage de la classe politique en Côte d'Ivoire a énormément changé ces 2 dernières années, encore plus. En 2019, plusieurs blocs ont été créés, en témoigne cette infographie juste là. Nous avons comme premier bloc le RHDP, Parti unifié, créé en janvier 2019. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, la coalition au pouvoir regroupe plusieurs partis politiques dont le RDR, l'UDPCI, le MFA, le PIT, le Parti Concorde de Alcide Djedje et plusieurs cadres issus du PDCI-RDA. Justement, le PDCI-RDA laisse allier créer également en novembre 2019 la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, une plateforme créée par Henri Konan Bédié. Elle regroupe plusieurs partis politiques dont EDS, un mouvement proche de l'ancien président Laurent Gbagbo. Également figure sur cette plateforme la Nouvelle Côte d'Ivoire de Nyamien Konan, le RPP, Rassemblement pour la paix et le progrès de Ouattara Nyonzié et le RACI de Soro Kanigui. Le Front populaire ivoirien également a aussi un bloc. Le Front populaire dirigé par Pascal Afingessa a créé depuis 2014 une plateforme dénommée AFD, l'Alliance des forces démocratiques, avec plusieurs autres partis de l'opposition. Mais il faut signaler que cette alliance, depuis quelques années, reste en veilleuse en ce qui concerne ses activités. Nous avions aussi le GPP, groupement des partenaires politiques pour la paix, dirigé par Henriette Lagou, président elle-même du RPCP. Le GPP regroupe des partis politiques de l'opposition. Il a été créé en décembre 2018. L'opposition enregistre également un nouveau mouvement, le GPS, Génération et Peuple Solidaire, mouvement fondé en octobre 2019 par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro. Enfin, il faut noter que plusieurs leaders politiques évoluent en électrons libres. Ils ne sont reliés à aucun groupement politique. Il s'agit en outre de Daniel Boni-Claveri de URD et de Mamadou Koulibaly du parti leader qui est scindé en 2 partis depuis 2017. Alors ce qu'il faut dire, c'est que c'est une nouvelle configuration, une configuration inédite de la classe politique en Côte d'Ivoire, différente de 2010 et 2015 et qui certainement donnera un enjeu majeur pour l'élection présidentielle de 2020. Mais attention, nous sommes encore à 10 mois de ce scrutin. Les coalitions peuvent se refaire ou se défaire en fonction des intérêts des uns et des autres. Alors Michel Digré, un autre pan de l'actualité politique qui a été pris en compte dans le reportage de Gabriel Zani. Il s'agit bien sûr de la nouvelle commission électorale indépendante qui a été mise sur pied après plusieurs mois de négociations entre gouvernement et opposition. Et pourtant, la pomme des discordes existe toujours sur ce sujet. Pouvez-vous nous en dire un mot? Oui, la pomme des discordes existe malheureusement. Il faut dire que cette nouvelle configuration de la CEI a été mise en place en juillet 2019. Son président, c'est le magistrat hors hiérarchie, Ibrahim Kuibert. Il a été élu pour 6 ans. Malheureusement, une partie de l'opposition conteste encore cette CEI. Concernant le pouvoir, c'est une configuration qui est conforme à l'arrêt donné par la Cour de justice et des droits de l'homme africaine. Mais du côté du président lui-même, à savoir M. Kuibert, il essaie de rassurer les uns et les autres. Il a affirmé au cours d'une conférence qu'il animait face à des journalistes de la presse nationale à Grand Bassam, si le vainqueur de ce scrutin vient du camp présidentiel, tant mieux. S'il vient de l'opposition, tant pis. Je ne suis pas là pour faire triompher un camp sur un autre, mais je suis là pour proclamer les résultats issus des urnes, à savoir la volonté du peuple. Voilà qui est clair. Dans tous les cas, l'opposition qui conteste cette nouvelle configuration n'entend tout de même pas ne pas participer à ce scrutin très important pour la Côte d'Ivoire. Et Michel, on change de registre pour parler d'une autre actualité. Il s'agit bien sûr de la Côte d'Ivoire qui, après 2 années de mandat, sort du Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent, et un élément vidéo nous éclaire sur le sujet. Ce 31 décembre a marqué la fin des 2 années de mandat de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU pour les périodes 2018-2019. L'aventure commence le 2 juin 2017. À cette date, la Côte d'Ivoire est élue avec 189 voix sur les 192. C'est une victoire de la diplomatie ivoirienne, le résultat de la vision du chef de l'État qui fait du rayonnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale une priorité.
Le pays fait officiellement son entrée au Conseil le 1er janvier 2018. La Côte d'Ivoire marque sa présence au sein de cette instance onusienne avec un principe, la recherche de solutions aux crises par le dialogue. Une démarche appréciée par l'ensemble des membres du Conseil de sécurité après 2 années de mandat au cours desquelles la Côte d'Ivoire préside le Conseil au mois de décembre 2018. À cette occasion, le président Alassane Ouattara a fait une importante adresse au Conseil de sécurité, une adresse au cours de laquelle il a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'opération de maintien de la paix de l'ONU, de reconstruction post-crise, de paix et de stabilité. Alors Michel, vous étiez aux États-Unis, vous avez suivi cette présence de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies. Que retenir de cette présence ivoirienne? Alors ce qu'il faut dire, c'est que la Côte d'Ivoire sort par la grande porte du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent après 1964-1965, puis 1990-1991. Ce mandat de 2018-2019 revêtait un cachet particulier. Le pays sortait d'une longue crise de 10 ans et voulait se repositionner sur la scène internationale. C'était une volonté du président de la République. Le pays l'a fait. L'objectif était de donner au monde entier ce qu'il a reçu des autres pays pendant toute cette période de crise et notamment partager son expérience en matière de sortie de crise, une expérience de sortie de crise qui est désormais gravée dans les annales de l'ONU en lettres d'or. Une expérience qualifiée de success story. La Côte d'Ivoire a participé à l'adoption de plusieurs résolutions avec une seule volonté, un principe, rechercher des solutions rien que par le dialogue. Cela lui a valu certaines incompréhensions, mais la Côte d'Ivoire est restée fidèle à ce principe-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette performance met une pression sur les épaules de la classe politique en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous après cette brillante performance, si le pays connaissait une autre crise et qu'il fallait qu'il soit encore inscrit sur l'agenda de l'ONU, ça sera certainement une tache noire pour la diplomatie ivoirienne. Alors nous sommes en train de bien sûr de parler de l'actualité internationale, nous allons y rester pour parler cette fois-ci de l'actualité internationale mais africaine. Ce que nous remarquons, c'est qu'il y a une grosse montée d'inquiétude pour ce qui concerne la sécurisation des pays, surtout dans le Sahel. Qu'en est-il exactement? Oui, effectivement, ces 6 derniers mois, nous avons assisté à une recrudescence des attaques terroristes dans plusieurs localités de cette zone sahélienne, des attaques revendiquées ou attribuées à des groupes terroristes. La force conjointe du G5 Sahel a dû faire monter d'un cran son rythme opérationnel, mais ne peut à elle seule gérer toute cette sécurité. Les intentions de financement qui ont été faites doivent être également mises en application. 2 initiatives internationales et l'autre sous-régionale ont été prises au cours de cette année 2019. Il s'agit du nouveau partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel qui a été annoncé au mois d'août dernier par la grande chancelière allemande Angela Merkel et le président français Macron. En marge du sommet du G7, il y a également une autre annonce qui a été faite par la CEDEAO, à savoir un nouveau plan pour lutter contre l'insécurité croissante et le terrorisme dans cette région. Et puis difficile de refermer cette page internationale sans faire allusion à ce qui se passe aux États-Unis où une procédure de destitution est en cours contre le président actuel, Donald Trump. Un mot sur cette procédure d'impeachment? Oui, alors ce procès en destitution du président américain a été voté par la Chambre des représentants le 10 décembre 2019 avec 230 voix contre 197 contre et une abstention. Il faut dire que c'est la 3e fois qu'un président américain est mis en accusation par le Congrès. Il est reproché à Donald Trump d'avoir demandé à l'Ukraine d'enquêter sur les affaires de l'un de ses potentiels rivaux à l'occasion de la présidentielle de 2020 aux États-Unis, à savoir Joe Biden. Le président américain trouve ces accusations ridicules. Il reste serein. Désormais, cette affaire est aux mains du Sénat. Mais le Sénat, il faut le dire, est à majorité composé de républicains. Alors, juste pour terminer sur cette affaire, doit-on s'attendre à un court-métrage, à un long-métrage ou à un feuilleton? Oui, avec le président américain, il faut s'attendre à tout. Depuis son élection, il pourrait y avoir plusieurs rebondissements dans cette affaire dont la procédure commence au mois de janvier 2020. Comme le disent les Américains, wait and see. Wait and see donc. Merci à vous Michel Digré. 2019, c'était donc la participation du service politique que vous avez représenté sur ce plateau. Bonne heureuse année à vous. Merci, ce fut un plaisir. Je vous en prie. Nous allons à présent parler économie. Oui, l'actualité économique qui sera traitée par Francis Boiffaut.
La politique qui laisse à présent toute sa place à l'économie, et pour porter le tablier du service économique dans cette émission, nous recevons Francis Boiffaut. Francis Boiffaut, l'un de nos fins limiers sur les questions économiques à la rédaction. Francis Boiffaut, bonsoir. Bonsoir Eman. Avec vous, nous parlerons de ce qui a fait l'actualité sur le plan économique en 2019. Ce qu'il faut essentiellement retenir, c'est que la Côte d'Ivoire a fait de grands progrès, a atteint 7% de croissance, ce qui est essentiellement dû au dynamisme du secteur privé, du secteur économique privé. Et c'est ce que nous confirme Jean-Luc Gbangbo dans cet élément. Pour la 8e année consécutive, le taux de croissance du produit intérieur brut, PIB de la Côte d'Ivoire, a atteint les 7% en 2019. Première économie de la sous-région, le pays continue de tirer l'activité du continent juste après l'Éthiopie et devant le Rwanda et le Sénégal, selon un rapport de la Banque mondiale publié en juillet 2019. Le secteur privé, qui a repris son dynamisme depuis 2018, reste le principal artisan de cette performance. Cela est sans doute une conséquence des réformes pour améliorer le climat des affaires. Ainsi, la Côte d'Ivoire a connu une grosse progression au classement de plusieurs indices internationaux. Au Doing Business 2020, par exemple, l'économie ivoirienne est passée de la 122e place à la 110e. 2019 a été marqué en Côte d'Ivoire, comme en Afrique, par le débat autour de la réforme du franc CFA et particulièrement de l'éco. Le projet de monnaie unique des 15 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La mise en place de l'éco est prévue en 2020 en remplacement du franc CFA dans les 8 États membres de l'UEMOA. On peut affirmer sans risque de se tromper qu'il sera le principal sujet de discussion en ce début de décennie. Peut-on faire le bilan de l'économie ivoirienne en 2019 sans parler de l'agriculture ? Surtout que cette année a été marquée par la tenue du Sahara, le salon de l'agriculture et des ressources animales, avec un succès retentissant. 360 000 visiteurs, 586 exposants et 238 milliards de francs CFA d'intention d'investissement. Belle fenêtre sur le marché international pour des filières en pleine restructuration, comme le palmier à huile à travers la mise en place du conseil EVA palmier à huile, régulateur du secteur. Que dire du cacao ? Jusqu'en 2019, la Côte d'Ivoire continue d'assurer 40% de l'approvisionnement mondial, un taux qui monte à 60% avec le Ghana. En 2019, les deux plus grands producteurs de cacao de la planète ont décidé de s'allier pour réclamer un prix plancher d'au moins $2600 la tonne. Les discussions entre les deux pays et les acheteurs continuent. En attendant, la Côte d'Ivoire a fixé le prix d'achat du kilogramme à 825 francs CFA malgré la tendance baissière des coûts mondiaux du cacao. Moins en vue que le cacao, le café a également vu son prix minimum garanti Borchamp fixé à 700 francs CFA le kilogramme par le gouvernement. Ici aussi, dans un contexte baissier des cours mondiaux. Alors Francis Boiffaut, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Quel commentaire vous inspire le prix Borchamp du café ? Alors, 700 francs CFA, il faut dire qu'à l'origine, c'était la somme de 553 francs CFA que le Conseil du café cacao avait proposé au gouvernement en tenant compte de la tendance baissière des coûts de cette matière première. Mais le gouvernement, voulant donc permettre aux paysans d'avoir des revenus intéressants, a donc décidé de subventionner la campagne en déboursant la somme de 32 milliards de francs CFA pour maintenir donc ce prix à 700 francs CFA. Un autre prix, c'est celui du cacao. Il a été fixé à 825 francs CFA. Il faut dire qu'il y a eu une hausse de 10% par rapport à la campagne précédente. Toujours dans la filière café et cacao, il faut noter un fait important, c'est l'engagement de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Les deux pays fournissent 60% de la production du cacao dans le monde. Ces deux pays donc se sont alliés à négocier auprès des chocolatiers mondiaux pour augmenter les revenus des paysans. En octobre dernier à Berlin, ils sont parvenus à un accord avec les chocolatiers par rapport à la campagne 2020-2021 de la commercialisation du cacao, un surplus de $400 sur la tonne. $400 Herman, je rappelle, ça équivaut à 200 000 francs CFA et c'est déjà un gain. Alors Francis Boiffaut, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a atteint un taux de croissance intéressant, mais les populations se plaignent du fait que la croissance n'est pas inclusive. Votre commentaire sur cette façon de voir ?
Alors, avant même de parler de la croissance inclusive ou pas, permettez-moi de dire que la Côte d'Ivoire enregistre des taux intéressants. Il y a des indicateurs qui le montrent. Le taux de croissance de la Côte d'Ivoire est parti de 8,8% en 2014 pour se situer à 7,4% en 2018. Si on regarde sur les 5 dernières années, la croissance est restée supérieure à 7%. Un autre indicateur pour marquer la bonne santé économique de la Côte d'Ivoire, c'est l'environnement des affaires. En 2018, tenez-vous bien, il y a eu 1500 entreprises créées contre 11 800 entreprises en 2017. Et de janvier à octobre 2019, on notait 1300 entreprises créées. Au regard donc de ces indicateurs, on peut donc affirmer que la Côte d'Ivoire a une économie forte. Mais attention, la bonne santé économique d'un pays dépend de la stabilité. Justement, et vous faites bien de le dire. Et pour passer tout de suite, changer de gap, ce qu'il faut également noter, c'est qu'en 2019, nous avons assisté à une crise au sein de la BHCI, dans le système bancaire. Quel est l'état des lieux ? Bien sûr, avant de parler de cette crise, permettez-moi de dire un mot sur le taux global d'utilisation des services financiers en Côte d'Ivoire, encore appelé inclusion financière. Il est passé de 61,3% en 2017 à 70,4% en 2018. Cela montre que la culture financière se développe de plus en plus en Côte d'Ivoire. Pour revenir donc à votre question, il faut dire que la crise au niveau de la BACI est partie d'une opération de privatisation de la banque qui a mal tourné et conséquence, il y a eu donc des dysfonctionnements en termes de retrait de fonds et bien d'autres opérations. L'État donc s'est saisi de ce dossier, des instructions fermes ont été données, de nouveaux administrateurs ont été nommés et à ce jour, la BACI a des guichets qui sont fonctionnels, mais la connexion de la banque avec les autres banques nationales et l'extérieur reste bloquée. Mais je pense qu'il faut tout de même garder espoir. Alors Francis Boifo, quittons la Côte d'Ivoire pour parler bien sûr de la sous-région, de l'actualité en sous-région et surtout de la CEDEAO. Une nouvelle monnaie devrait voir le jour, il s'agit bien sûr de l'ECO. Oui, l'ECO. Cette monnaie devrait rentrer en circulation en juillet 2020 au niveau de l'espace CEDEAO. Mais déjà, les réformes au niveau du franc CFA dans la zone UEMOA annoncent la transformation du CFA en ECO et aussi la fermeture des comptes des opérations, le retrait des expatriés français qui intervenaient dans les instances de direction de la Banque centrale. Ce qu'il faut noter, c'est que la zone UEMOA constitue une zone d'expérimentation de l'ECO qui devrait s'étendre à 7 autres pays membres de la CEDEAO. Dans ce cadre-là, les discussions entre les pays pourraient porter sur la fixité de la parité du taux d'échange de la monnaie. Ce qu'on peut noter pour l'heure, c'est que le taux d'échange concernant l'ECO est fixe par rapport à l'euro. Et le Ghana a récemment salué cette initiative. Mais ce qu'on peut noter dans tous les cas, c'est que le fait pour des pays d'avoir une monnaie unique présente d'énormes avantages. Entre autres, l'élimination des risques liés au taux d'échange, la maîtrise de l'inflation en tenant compte de la discipline budgétaire et aussi la libre circulation des biens et des personnes. Un fait aussi important, c'est le développement du volume des échanges. Retenez qu'au niveau de la zone CEDEAO, les produits qui échangés entre les pays membres de la CEDEAO se situent à hauteur de moins de 20%, pendant qu'en Europe, c'est plus de 50% des produits qui sont échangés entre les produits européens. Et sur le continent africain, il est de plus en plus question de la mise sur pied de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, je prononce bien, j'espère. Oui, 22 pays. Qu'en est-il exactement ? 22 pays, Herman, ont lancé le projet au départ. 22 autres ont adhéré à l'initiative pour porter le nombre d'adhésions à 44 sur les 54 pays que compte le continent africain. En juillet 2020, cette zone de libre-échange continental devrait voir le jour. Et il faut noter qu'à ce jour, 30 pays ont adhéré à cette zone. À terme, c'est plus de 54 pays qui devront adhérer à la zone pour avoir une population de près de 1,2 milliard personnes. Ce qu'il faut noter, c'est que cette zone permettra aux pays africains d'augmenter le volume des échanges. 83% des exportations du continent africain sont orientées vers le reste du monde. Et à travers l'élimination des barrières
tarifaires, les chefs d'État africains comptent donc augmenter le volume des échanges. Et ce volume-là pourrait se situer entre 40 et 50% sur la période 2020-2040. Alors Francis, c'est sur cette question que nos échanges vont s'arrêter. Nous voulons juste vous dire merci pour cette contribution plus qu'intéressante qui a certainement permis à nos téléspectateurs de revivre l'actualité économique, même synthétisée, qui a eu lieu donc en 2019. Merci donc d'avoir été des nôtres ce soir. Merci. Merci. Merci Francis. Et nous parlons à présent aux sociétés. Nous allons nous intéresser aux faits de société, aux actions engagées par le gouvernement dans le cadre du PS-Gouv. Et nous allons recevoir dans un instant Salimatou Dia. 2019 déclarée année du social par le gouvernement. Il s'agit pour le gouvernement de maximiser les efforts dans différents secteurs d'activité afin d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens sur instruction du chef de l'État. Nous en parlons dans un instant, mais avant, nous recevons ici et maintenant Salimatou Dia pour le compte du service société. Salimatou, bonsoir. Bonsoir Herman Guivet. Avec vous, comme nous l'avons indiqué à l'instant, nous parlerons de ces grandes actions engagées par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Et c'est ce que nous rappelle Alexis Ouedraogo dans cet élément. 2019, année du social, faire que chaque Ivoirien au-delà des chiffres ressente effectivement les effets de la croissance. C'est la grande directive du chef de l'État, Alassane Ouattara. Février 2019, le programme social du gouvernement voit le jour. Il vient s'attaquer aux priorités de la scène sociale. De l'eau, de l'électricité, un système éducatif et sanitaire en pleine réforme, le gouvernement veut répondre aux besoins des populations. La traduction en axe du programme se fait à travers 156 actions prioritaires contenues dans 12 projets phares à impact large et rapide. Il s'agit du renforcement du programme de gratuité ciblée, de l'opérationnalisation progressive de la CMU, de l'élargissement de la couverture des bénéficiaires des programmes de filets sociaux productifs, des initiatives d'autonomisation en faveur des jeunes et des femmes, de la baisse du tarif social de l'électricité, du renforcement du programme d'accès à l'eau potable et de l'accélération du programme de logements sociaux. L'exercice requiert plus d'actions concrètes sur le terrain, mais aussi plus de communication pour engager les populations. Tour à tour donc, sur les plateaux de télévision et autres plateformes d'information, le gouvernement explique ses actions. Si les chantiers restent vastes et les attentes nombreuses, le gouvernement lui se veut ferme et constant, engagé dans un pacte de confiance avec les Ivoiriens. Et pour que les fruits tiennent les promesses des fleurs, le chef de l'État a recommandé à l'équipe gouvernementale un suivi rigoureux de la mise en œuvre et des résultats du programme. Un comité de pilotage impliquant les organes et structures gouvernementales, les collectivités locales, les partenaires techniques et financiers, ainsi que le secteur privé et la société civile est mis sur pied. Alors Salimatou, comme on vient de le voir dans cet élément, un effort considérable a été fait pour permettre aux populations qui vivent dans les endroits même les plus enclavés de bénéficier d'adduction en eau potable et de fourniture en électricité. Que vous inspire cet aspect des choses pour ce qui concerne l'eau potable et l'électricité? Alors déjà, la Côte d'Ivoire a très vite perçu la nécessité d'avoir un système performant d'électrification, d'approvisionnement en eau potable. Aujourd'hui, avec le programme social du gouvernement, les réseaux ne desservent pas que les agglomérations, mais aussi les zones rurales. Alors, à l'instar des villages du département de Zienoula, à l'ouest du pays, dotés de pompes hydrauliques, ou encore le village de Bourma-Côté, à Bouna, dans le nord, raccordé au réseau électrique, nous avons au total 4327 localités électrifiées en 2019, contre 1531 en 2011. Pour parler de eau potable, nous avons 1095 localités desservies, contre 786 en 2011. C'est une évolution, Herman Guivet, une évolution qui montre que d'importants investissements ont été entrepris par l'État pour justement accroître l'accès des populations aux services sociaux de base. Ce qui est d'ailleurs une bouffée d'oxygène pour les populations rurales, bien sûr, qui voient leurs conditions améliorées, ou encore qui pourront mener des activités génératrices de revenus. En 2019, on a également parlé de filets sociaux et nous disposons de graphiques pour pouvoir justement comprendre l'évolution des actions engagées par le gouvernement dans ce domaine. Nous allons ensemble suivre la progression de ces graphiques. Voilà. Et vous? Alors, ce qu'on retient déjà, c'est qu'en 2018, nous avons 35 000 ménages qui ont bénéficié d'un montant total de 7 milliards de francs CFA, distribués sous forme d'une enveloppe de 36 000 francs CFA par trimestre, soit 144 000 francs
par an. Alors, à 35 000 ménages dans 1500 villages. Alors, il s'agit des ménages jugés extrêmement pauvres selon des critères d'éligibilité, notamment les conditions de vie. Alors, il s'est trouvé que le projet n'incluait pas forcément tous les ménages en situation d'extrême pauvreté du pays. Donc, avec l'appui des partenaires au développement, le gouvernement s'est doté de plus de moyens pour élargir cette couverture-là. De 35 000 ménages en 2018, nous sommes passés en 2019 à 127 000 ménages pour un montant total de 18 milliards de francs CFA. Ce qui est, à mon avis, Herman Guivet, le sens aussi de la redistribution des fruits de la croissance. Alors Salimatou, les ménages vulnérables, voient-ils véritablement leur vie impactée? Alors, Herman Guivet, l'objectif de ce projet, c'est de lutter contre la pauvreté. Et aujourd'hui, nous avons 890 000 personnes bénéficiaires qui voient leur alimentation s'améliorer, qui aujourd'hui ont la possibilité de régler leurs ordonnances médicales. Il y a mieux, ces bénéficiaires ont la possibilité de s'organiser individuellement ou en groupe pour initier des projets, notamment en termes de culture vivrière ou encore l'élevage de volailles. Alors, au plan de la santé, changeons carrément de registre pour parler cette fois-ci de santé. Au plan de la santé, quelle est l'action gouvernementale qui est le plus impactée en 2019? Alors, plusieurs projets dans le domaine de la santé en 2019 ont marqué l'année. On a la réhabilitation, l'équipement et la construction de 725 établissements sanitaires. Je donne l'exemple de la fermeture du CHU de Yopougon pour une réhabilitation complète. Mais parlons de la couverture maladie universelle avec la phase de généralisation. Depuis le 1er octobre dernier, nous avons 814 centres de santé qui offrent des prestations de soins de la CMU. Et selon les informations reçues à ce jour, nous avons 921 000 cartes qui ont été distribuées pour 2,9 millions de personnes enrôlées. Nous sommes loin de la moitié, mais ce qui est sûr, c'est que la distribution et l'enrôlement se poursuivent. Alors, ce qu'il faut retenir avec l'idée de la CMU, c'est de garantir aux populations résidant sur le territoire national un accès égal à la santé. Parce qu'avant la CMU, on avait moins de 5% de la population qui était assurée contre le risque maladie. Donc, ce projet-là, c'est un grand bénéfice pour les populations qui aujourd'hui peuvent profiter d'un panier de soins qui prend en compte pour l'heure 170 pathologies. Alors, un autre projet qui figure au nombre des projets majeurs du gouvernement en termes d'action sociale, il s'agit bien sûr de la question de l'employabilité des jeunes. Nous savons que pour 2019, le gouvernement a multiplié les initiatives pour permettre aux jeunes de trouver du travail. C'est ce que nous confirme Didier Nguessan dans ce reportage que je vous invite à suivre. L'État de Côte d'Ivoire a inscrit la question de l'insertion professionnelle des jeunes au rang de ses priorités. L'année 2019 débute avec les États généraux de la jeunesse où une trentaine de recommandations a été formulée. L'on peut citer l'octroi de 10 millions de francs CFA comme subvention pérenne à chaque organisation de jeunesse. La réforme du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire à travers l'élaboration de la loi sur la jeunesse et des ateliers en faveur des leaders de jeunes. En ce qui concerne le financement de projets, le délai de prise en charge d'un dossier de sa soumission à son financement n'excède plus 3 mois. Depuis le 1er août 2019, chacune des 201 communes de Côte d'Ivoire compte un guichet emploi permettant ainsi aux jeunes de s'informer, de s'inscrire et de bénéficier des services publics d'emploi directement dans leur localité. Le recrutement de 156 conseillers assistants dans le cadre de la création des agences emploi jeunes locales et 1800 jeunes dans le cadre de l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle. L'opération Agir pour les jeunes permet de financer des activités de 19 500 jeunes pour un montant total de 10 milliards de francs CFA. Plusieurs jeunes ont déjà reçu leur chèque. L'opération Permis de conduire est également en cours. Depuis le 4 novembre 2019, le gouvernement a lancé le programme national de stage et d'apprentissage en faveur de 200 000 jeunes. La première phase du PGDEC a été créée en 2012 et s'est achevée en 2017. Cette phase a enregistré 33 636 bénéficiaires, des jeunes dont l'âge varie entre 18 et 35 ans. Fort du succès de la première phase, le PGDEC a été reconduit avec une autre enveloppe de 25 milliards de francs CFA. Cette phase 2, prévue pour s'achever en décembre 2020, a déjà profité à 31 500 jeunes.
La coopération avec le secteur privé a également permis au ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes d'enregistrer plus de 346 000 opportunités d'emploi. L'objectif est d'atteindre 500 000 opportunités d'insertion sur la période 2019-2020. Salimatou, 346 000 opportunités d'insertion pour la jeunesse. Peut-on dire que c'est une aubaine pour celle-ci? Alors, effectivement, les jeunes sont en droit d'espérer, Herman Guivet. Au cours de l'année, plusieurs programmes et opérations mis en place à travers le projet PGDEC sont des opportunités à saisir pour les jeunes. Alors, on a eu plus de 54 000 jeunes qui ont connu, rien qu'au cours de cette année, une première expérience en termes de création d'entreprise. Comme vous venez de le dire, et le reportage également, 346 000 opportunités d'insertion déjà mobilisées sur 500 pour la période 2019-2020. Alors, fort de ces résultats, le président Alassane Ouattara a décidé de renforcer le PS-Gouv. Et il s'agit pour les jeunes de mieux les préparer au marché de l'emploi, mais aussi de les accompagner dans les projets de création d'entreprises. Alors, ce sont des opportunités et les jeunes doivent aller vers leur destin et saisir la pêche qui leur est tendue. Alors, Salimatou, 2019 a été également une année triste parce que marquée par la disparition de Arafat DJ, l'icône de toute une jeunesse. Le pays lui a même rendu un hommage national. Votre commentaire sur cette actualité triste? Alors, effectivement, le 12 août dernier, la Côte d'Ivoire a été attristée avec l'annonce du décès tragique de DJ Arafat à l'âge de 33 ans. Alors, on se souvient que plus de 35 000 personnes se sont rendues au stade Félix Houphouët-Boigny pour lui rendre un grand hommage, un dernier hommage. Et à l'occasion, il avait été décoré à titre posthume. Alors, ce qu'on retient du Daïchikan, comme le surnomme ses fans, c'est qu'il a été pour la jeunesse une source d'inspiration et pour la musique une symphonie inachevée. On retient que c'est un talent trop tard reconnu par les mélomanes, mais aussi Arafat est devenu l'un des artistes les plus populaires du pays ou, si vous voulez, l'un des leaders de la musique africaine. Et vous l'avez dit, et en 2019, la Côte d'Ivoire n'a pas que perdu Arafat, elle a également perdu l'une des muses d'inspiration pour plusieurs écrivains, et je parle bien sûr de Bernard Belin-Dadier. Alors, effectivement, la Côte d'Ivoire a doublement été endeuillée dans le milieu culturel avec le décès en mars dernier de Bernard Dadier. Bernard Dadier, poète, romancier, dramaturge, il aura été, si vous voulez, de tous les combats. Le combat contre le colonialisme, le combat pour la révalorisation de l'image du noir. Alors Bernard Dadier, il a reçu 2 fois le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1956, puis en 1968. Alors ce qu'on retient de Bernard Dadier, c'est qu'il est le père de la littérature ivoirienne. Alors c'est sur cette note, Salimatou Dia, que se referment nos échanges. Merci d'avoir pris part à cette édition bilan, cette émission bilan 2019 pour le compte du service société. Et nous allons à présent, merci Salimatou, nous allons à présent accueillir sur ce plateau Lassina Ouattara pour le compte de RTI Info, l'interface web de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Lassina, bonsoir. Bonsoir, Herman. Heureux de vous retrouver. Également, moi. L'année dernière, nous échangeons également sur la perspective engagée, n'est-ce pas, sous votre directive pour ce qui concerne RTI Info. Cette année, qu'est-ce qui a marqué l'actualité du côté de RTI Info? Alors, du côté de RTI Info, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'aujourd'hui, Internet est devenu en fait le support privilégié d'information. On retrouve sur Internet donc des fausses informations, mais également donc des informations vérifiées et diffusées donc par les différents médias. Alors, ce qui a marqué justement RTI Info en 2019, c'est bel et bien incontestablement le décès tragique et brutal de l'artiste DJ Arafat. Alors, sur la toile, on a vu que pendant près de 2 mois, en préparant les obsèques jusqu'à ce que donc il y ait l'enterrement et après tous les événements qui ont suivi, il a vraiment capté l'attention. On a eu l'appétence quelquefois des informations qui étaient liées en fait à l'artiste. Donc on va dire que c'est l'événement qui a le plus créé d'audience et généré des pics d'audience donc à un certain moment, surtout dans le mois d'août à septembre. Voilà. Alors Lassina, pour continuer à passer en revue l'actualité telle que traitée par RTI Info, je vais vous inviter à vous asseoir.
Alors nous parlions à l'instant de la mort de Didier Arafat qui a capitalisé en termes d'audience sur RTI Info. Tout à fait, sur RTI Info, mais également on va dire sur l'ensemble justement du digital en Côte d'Ivoire. Et dans le mois de septembre, on va dire août à septembre, donc son décès, il a capitalisé en fait toutes les audiences, généré en fait des audiences jamais donc on va dire atteintes donc en Côte d'Ivoire. Pour vous donner donc un peu une idée de cela, c'est que nous quand nous avons appris le décès, nous avons envoyé en fait les équipes de RTI Info à l'hôpital, là où il avait donc rendu l'âme. Et je peux simplement vous dire que en direct, on a pu avoir en connexion simultanée près de 17 000 personnes connectées et qui éventuellement donc avaient envie d'avoir les informations. Et c'est là aussi, en fait, si vous voulez, la valeur ajoutée donc de RTI Info, là où il y a des pôles d'information donc de la RTI. Pour nous, c'est non seulement marquer la proximité, mais également être quelquefois sur le terrain avec des outils qui quelquefois sont plus simples, mais qui permettent également donc au public d'être informé quelquefois en temps réel. Alors, ce que je voudrais signifier, c'est que beaucoup de folles rumeurs ont commencé de circuler dès l'annonce, n'est-ce pas, de cet accident. Il a donc fallu pour vous certainement de redoubler de vigilance afin de recouper la meilleure des informations et la mettre à disposition. Tout à fait. Je pense que c'est aussi donc le rôle donc des médias et nous en tant que médias de services publics réellement donc il faut l'assurer et quelquefois avec la plus grande fiabilité, mais également donc avec la plus grande on va dire vigilance comme vous voulez l'indiquer. Effectivement donc les folles rumeurs donc sont parties quelquefois de sites internet sérieux qui diffusent l'information et quelquefois qui ont contesté le fait qu'il était décédé parce que non seulement il y avait la rumeur, mais d'un côté donc les fans de l'artiste qui n'étaient pas forcément certains qu'il était décédé. Donc nous, il a fallu faire notre travail, aller sur le terrain, recouper quelquefois avec des institutions, mais également donc avec des personnes ressources pour réellement donc confirmer ce décès qui était aux alentours, on va dire de 10h, 11h. Alors Lassina, dites-nous, est-ce que la ligne éditoriale de RTI Info est différente de celle des autres canaux d'information de la RTI ? Très bien. Alors, la question, quelquefois, on nous la pose. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste donc la RTI. Ce qu'on a, c'est juste la flexibilité donc, dans le traitement de l'information. C'est-à-dire qu'au lieu, quelquefois, que ça soit quelquefois plus rigide que la télé ou la radio, parce que ça nécessite plus de moyens, donc, quelquefois, avec de petits moyens, on a la possibilité donc, de se déplacer, d'aller sur le terrain, de recouper les informations, de faire du journalisme, mais avec, quelquefois, des moyens toujours plus simples. Bien sûr, en termes de forme, et en termes de format donc on offre quelquefois au public, ça peut être quelquefois un peu plus élaboré ou alors quelquefois on prend plus le temps, mais quelque chose qui soit toujours plus près et plus proche en fait du public. Alors face aux fake news, il y a forcément un mécanisme que vous avez dû mettre sur pied pour pouvoir réagir promptement quand une information est soit fausse et soit vraie. Quel est ce mécanisme s'il existe? Alors effectivement, au niveau de 2019, on a passé réellement donc, le temps donc, à faire ce qu'on fait habituellement donc, du journalisme et du travail donc, au quotidien à traiter, diffuser l'information, etc. donc sur le digital. Mais en plus de cela, c'est qu'on a mis en place un dispositif de fact-checking, donc de vérification des faits, parce qu'on s'est rendu compte en réalité qu'aujourd'hui le public, on va dire à 85%, s'informe par Internet. Et comme ils s'informent par Internet, sur Internet, vous avez tout. Vous avez Facebook, vous avez WhatsApp, vous avez tout cela, et des vidéos, des photos, etc., qui ont été manipulées quelquefois, qui se promènent. Et pour nous, c'était de faire en sorte que le public soit sensibilisé, donc dans une logique pédagogique d'éducation donc, du public, et de leur expliquer que quelquefois, toutes les informations que vous voyez sur Internet ne sont pas forcément des informations qui sont justes. Et on peut soit vous tromper, ou alors quelquefois, même les médias sont capables de se tromper. Je pense qu'on l'a vu avec des médias quelquefois réputés plus sérieux, réputés plus fiables, qui quelquefois ont relayé des informations qui n'étaient pas justes. Donc on a mis en place le dispositif, les vérificateurs. Pour nous, il s'agit dans un premier temps, avec le public, de pouvoir échanger. Donc c'est du participatif. Et dans un second temps, pour nous, c'est de faire notre travail de journaliste en réalité. C'est-à-dire, c'est de vérifier, c'est recouper et de traiter l'information pour le diffuser donc, comme il faut. Alors pour 2020, la dernière question, pour 2020, certainement de nouveaux challenges, de nouvelles perspectives pour RTI Info? Alors, RTI Info va être toujours dans la dynamique justement donc d'informer, d'être dans la proximité, mais 2020 sera plus marqué par, on va dire, une sorte de continuité, mais avec quelquefois des supports donc plus neufs, parce qu'on a compris en réalité que le public a de l'appétence pour tout ce qui est fait insolite, faits divers, mais également les grands événements donc, d'un point qui ont un impact au plan national, comme par exemple le défilé du 7 août, comme par exemple l'interview exclusive du président de la République qui a été le 7 août, et même quelquefois le discours, le message à la nation de Nouvel An. Et on a vu cela, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc, sur des supports toujours plus élaborés, mais également, on sait que 2020, c'est une année électorale, on va se faire fort, bien sûr, non seulement d'accompagner en fait, l'ensemble des autres supports télé et radio, mais également devenir en fait, une source d'informations fiables et pouvoir faire en sorte que l'ensemble des journalistes, l'ensemble des rédactions puissent avoir en réalité un support
éditoriale, mais digitale, qui puisse accompagner réellement donc, notre volonté de toujours, on va dire, servir le public. Et vous faites bien de maximiser sur la proximité. C'était donc notre dernière question, la question qui vient donc mettre fin à cet échange, Lassina Ouattara. Merci d'avoir contribué, n'est-ce pas, de façon significative à la réalisation de cette émission. Merci à vous. Nous allons à présent changer de gap pour parler de sport. Lassina Ouattara, ensemble, nous allons donc accueillir une championne. Vous la connaissez certainement, Ruth Baboui, vous avez eu à travailler sur son actualité. Tout à fait. Donc c'est elle qui prendra tout de suite le relais. Ruth Baboui, que nous accueillons dans ce studio. Bonsoir Ruth. Bonsoir Eman. Alors 2019 a été une année de victoires, beaucoup de belles victoires certainement hein, pour toi, à ton palmarès. Oui, je peux dire vers la fin de l'année, j'ai repris la compétition vu qu'en juillet je me suis blessé. J'ai une fracture où j'ai été opéré, donc à la fin de l'année, je peux dire toutes mes compétitions auxquelles j'ai participé, j'ai obtenu une médaille. Oui. Et de toutes les victoires que tu as pu connaître au cours de cette année, laquelle de ces victoires t'a le plus marqué? Ma victoire, c'est-à-dire c'était au Grand Prix de Bulgarie, lors de ma reprise, c'était en septembre dernier, et j'ai obtenu la médaille d'or. La médaille d'or. Oui, ça n'a pas été facile parce que c'était ma reprise et c'était la période aussi pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Donc tout le monde était motivé et par la grâce de Dieu, moi j'ai pu obtenir la médaille d'or. Et qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es une véritable source d'inspiration pour ces millions de jeunes qui aiment également le sport que tu pratiques? Vraiment, ça me fait plaisir et ça me donne encore le courage de montrer qu'on peut réussir par le sport et inspirer encore plus de jeunes, plus de femmes au sport. 2019 a certainement été une année un peu difficile pour toi, mais également comblée de succès. 2020, quelles sont tes perspectives, tes challenges, de nouveaux défis à relever certainement? Bon, en 2020, je suis qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Donc j'espère faire une très bonne préparation. Et après, à Tokyo, on donne tout, on ne lâche rien. Merci Ruth Baboui pour ce passage éclair sur ce plateau qui a donné de la couleur, n'est-ce pas, à cette émission. Et pour 2020, nous te souhaitons plein succès dans tous tes combats et tous tes défis à venir. Et c'est avec notre championne que nous allons refermer les pages de cette émission. Nous voulons inviter à cet effet tous les membres de la rédaction présents dans ce studio à nous rejoindre pour ensemble saluer la nouvelle année. Voilà. Francis Boifo, Walter Amadou, Franck Quadio, Didier Nguessan. Le chef du service économie, Jean-Jacques Kwame-Ala, Abou Sanogo, Sidonie Davila, voilà, tout le monde est là, Godefroy Okambawa, pour ensemble saluer cette nouvelle année. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles au programme de RTI 1. L'actualité, c'est sur RTI 1. Merci de nous suivre et bonne heureuse année 2020 à toutes et à tous.